j'avais vraiment des attentes. Et puis quand je suis arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ici? En fait, t'es arrivé, il n'y avait rien quoi. Du coup, bonjour Thomas et merci Salut de Thomas. venir avec nous sur Phiblotalk. Est-ce que tu veux commencer par te présenter un peu? Ok, moi c'est Thomas Père. J'ai fait une classe préparatoire au lycée Champollion de Grenoble. Je viens de Saint-Marcelin qui est à côté de Grenoble. Et je suis arrivé en tant qu'auditeur de master à l'ENS de Lyon cette année. Je suis un master de philosophie contemporaine. J'ai fait toute ma prépa à Grenoble, les 3 ans. Ce qui était bien, c'était que c'était une prépa assez familiale. Parce que c'est une prépa de province, une petite prépa de province. Même s'il y avait un petit peu l'administration qui nous mettait la pression par rapport au concours et tout ça. Mais en même temps, c'était très formateur. Et moi, j'étais quelqu'un, en sortant de terminale, j'avais aucune méthode, aucune rigueur. Et ça m'a beaucoup aidé de passer par la classe préparatoire. C'est pour ça que j'y suis resté une 3e année. Donc j'ai cubé. Et voilà, ça m'a permis de progresser, notamment en philosophie. Avant, t'étais en L, en terminale? Ouais, j'étais en terminale L, donc j'étais au lycée La Soleil de Saint-Marcelin. J'ai fait une terminale L, j'avais pas beaucoup de choix d'options, alors j'ai fait la première année j'ai fait option maths, la 2e année j'ai fait option anglais. Plutôt Et bien là, passé. déjà, la philosophie, t'as beaucoup plu en terminale tout de suite ou pas forcément? Pas du tout, parce que voilà, j'avais une prof qui était absente très souvent, donc on n'avait pas énormément de cours, notamment vers la fin de l'année ça devenait compliqué. Donc j'ai surtout révisé de mon côté, mais c'était pas une matière avec laquelle j'avais accroché plus que ça au premier abord. Mais c'est venu plutôt après en prépa, pas la première année non plus, mais la 2e année vraiment. Du coup quand j'ai choisi ma spé, ça s'est joué à une colle d'Hippocagne. Et je me suis dit ok je vais faire de la philosophie. Pourquoi elle s'est spécialement bien passée? Pas particulièrement, mais en fait au moment où j'ai parlé, je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire, je veux parler de philosophie, parce qu'au départ j'hésitais entre lettres et philosophie, et finalement j'ai choisi la philosophie parce que je m'épanouis, c'est plus dans un exposé de philosophie, et après effectivement quand je suis arrivé en Cagne, donc en 2e année, ça s'est confirmé, et puis en Q, voilà, le chemin était tracé quoi. Ouais. En plus je crois que c'est une colle sur un sujet que j'aimais pas trop, donc la politique. Ouais, c'est un truc que j'aime pas trop en philosophie, mais j'ai eu ma révélation sur ça, je crois que c'était l'homme et le citoyen, mon sujet. Donc c'était pas particulièrement philosophique, mais c'était la révélation quoi. Donc c'était la méthode en fait qui t'a beaucoup plu? Je La sais réflexion? pas. C'était le fait d'avoir mené une réflexion et de le présenter, et puis après qu'on en discute. Ce que j'aime bien avec la colle, c'est que souvent on prend ça un peu comme un exposé, où après on se fait juger, ouais. Détruire. Détruire, ouais. Surtout. Mais en fait, cette colle s'est plutôt passée comme un dialogue, du coup il y avait beaucoup de questions, après on échangeait, et j'ai trouvé ça enrichissant, et du coup je me suis dit, ouais c'est ça que je veux faire, c'est la philo quoi. Et après en spé philo, t'as vraiment bien aimé T'as explosé. Alors ouais, j'ai beaucoup aimé, surtout que... Alors moi j'étais en... Ah oui, j'ai pas dit, mais j'étais en Cagne Ulm. Ah d'accord, ok. Et pas en Cagne Lyon, donc c'est une différente spé. C'est pas le même programme. C'est pas le même programme, et du coup on travaille sur des auteurs. Et je savais pas si... ma plus grande peur quand je suis arrivée, c'était de savoir si 2 auteurs ça allait me plaire tout au long de l'année, plutôt que de travailler sur un thème. Je me suis dit c'est un peu restrictif, faut vraiment aimer. Mais en tronc commun, t'avais quand même un thème? Oui, en tronc commun, j'avais un thème, donc la première année c'était la métaphysique, et la 2e année c'était la science. Et tes auteurs c'était quoi? Et les auteurs, alors en première année c'était Sartre et Platon, la 2e année c'était Pascal et Aristote. Et ça a marché alors de se concentrer sur 2 auteurs finalement? Oui, j'ai beaucoup aimé travailler notamment sur Sartre, qui a été ma révélation après pour le mémoire. J'ai beaucoup aimé travailler sur Platon, mais ça je me suis rendu compte que je préférais plutôt les auteurs du 20e, alors que j'aimais bien les dialogues de Platon, mais c'était moins ma personnalité, ça correspondait moins à mes affinités. Un peu éloigné de tes attentes. Mais c'était plus loin de mes affinités de lecteur, plutôt que mes affinités philosophiques, parce que je comprenais assez bien ces concepts, j'avais une certaine familiarité avec eux, mais c'était vraiment pas ce que je voulais faire. T'as besoin d'avoir ce plaisir de la lecture, plaisir intellectuel un peu? Au niveau du style, tu veux dire? Ouais, alors pas spécialement, parce que ça fait plutôt mal, mais c'est pas une écriture qui est très sexy, mais c'est plutôt au niveau de la posture, je sais pas si vous voyez un peu l'éthos, de la manière dont l'écrivain se pose quand il écrit, c'est pas du tout la même quand Sartre écrit, on voit que c'est beaucoup plus hésitant, qui réfléchit plusieurs fois, qui a une pensée peut-être plus vivante, qui tâtonne un peu, et ça je trouve ça beaucoup plus intéressant chez Sartre que
le dialogue trop construit, trop parfait de Platon. Un peu artificiel. Voilà. Et pareil, le cours trop construit de Aristote, j'aimais pas trop, alors que je préférais les pensées de Pascal beaucoup plus libres Et qui mettent beaucoup de doutes aussi. Oui, il y a énormément. J'aime beaucoup toute l'écriture du doute, enfin, que ce soit chez Pascal, que ce soit chez du coup Sartre. Il y a beaucoup de réflexions où ils se remettent toujours en cause, plus ou moins, et ils hésitent. Et ça, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien que l'écriture soit pas juste le produit fini une fois que tu as mené ta réflexion, le résultat. J'aime bien voir les processus de réflexion. Donc ça, tu t'en as aperçu dès la prépa que c'était un peu ces auteurs qui te plaisaient le plus? Que c'était ce style d'écriture, oui. Et donc tu as formé ton dossier par rapport à ça? Alors oui et non. J'ai formé mon dossier, au départ je voulais travailler sur autrui, mais je ne reconnaissais pas assez le travail du style dans une réflexion sur autrui. Donc j'ai travaillé sur l'œuvre d'art, où là il y avait plus la question du style qui intervenait, et de comment on percevait l'œuvre, et aussi comment ça se voyait aussi dans le travail de phénoménologie. J'ai rajouté après Merleau-Ponty, donc là c'était plutôt parce que j'avais conscience que faire un projet sur Sartre, ça allait pas plaire à beaucoup de monde parce que je sais que c'est un auteur très critiqué, très... À l'ENS de Lyon peut-être, ouais. Très Oui, même souvent on n'en parle pas trop finalement dans le Ouais. milieu universitaire. Oui, voilà. Il est un peu tombé en désuétude. Et je me suis dit, bon, si je veux que ça passe, il faut que je mette un auteur beaucoup plus à la mode. Du coup, j'ai mis Merleau-Ponty, qui est un auteur que j'aime beaucoup aussi, et qui a un style assez similaire à Sartre, même s'il est plus poétique, je dirais. Et tu as réussi pendant même que tu étais en prépa, tu as réussi à réfléchir à tout ce dossier, à déjà commencer à travailler, à lire? Ouais. Alors ça m'a beaucoup aidé parce que ma première spé, je l'ai fait sur Sartre, donc j'avais déjà lu une bonne partie des ouvrages de Sartre. Mais du coup, il me restait plus que... C'est plutôt que j'ai découvert Merleau-Ponty en essayant de faire une recherche sur un sujet plus poussé. Et pourquoi tu as fait prépa Ulm et finalement tu as candidaté à l'ENS de Lyon? Peut-être que tu as candidaté aux 2 ENS? Oui. Alors ça c'est... Oui, j'ai candidaté aux 2 ENS, mais je l'ai fait par choix stratégique, on va dire, parce que dans ma prépa, la Cagne Ulm, à mon sens, préparait mieux que la Cagne Lyon, même si c'était des très bons profs dans les deux, mais c'est une plus petite classe, la Cagne Ulm. Du coup, on était une petite vingtaine, tandis que dans une Cagne Lyon, on est 50. Du coup, je me suis dit, bon, je vais plutôt aller dans une petite classe pour pouvoir avoir plus de concentration et une atmosphère de travail plus réduite, mais aussi plus... Plus d'émulation. Oui, voilà. Du coup, j'ai fait ça, mais je me reconnaissais pas trop dans la mentalité de Ulm, de l'ENS d'Ulm. Enfin, pas que ce soit quelque chose de mal, juste simplement ça me correspondait pas à moi en tant que personne. Quelle mentalité, hein, tu veux dire? Je sais pas comment expliquer. Côté la langue classique, le latin, côté Alors, très, non, parce très que élitiste. j'aime beaucoup le latin, j'aime beaucoup les langues classiques, mais oui, c'était plutôt la question de l'élitisme qui était un problème. Il y avait cette manière de se poser, la Cagne Ulm, plus prestigieuse, plus ancienne que la Cagne Lyon, donc... Voilà, et j'aimais pas trop ça, et je me disais, en plus Paris c'est loin de chez moi, enfin, Saint-Marcelin-Paris, faut prendre plusieurs TER quoi. Et je me disais, l'ENS de Lyon, c'était vraiment le ENS que je voulais. J'ai hésité à passer les 2 ENS, j'étais vraiment trop nulle en géographie, donc je me suis dit, bon, le dossier. Oui, parce qu'il y a une épreuve de géographie à Lyon qu'il n'y a pas à Ulm, et donc t'avais pas de cours de géo. Et c'est ça, et là, c'est pour ça que je suis allée en Cagne Ulm aussi, c'est que j'étais vraiment nulle en géo et très bon en latin. Donc ton espoir pour rentrer à l'ENS de Lyon, c'était le dossier? Et c'est ça. T'espérais quand même rentrer sur le concours? Tu l'as passé finalement, le concours? Non, j'ai jamais passé. Ah, t'as pas passé le concours de Lyon, d'accord. Je voulais, mais je me suis toujours dit non, il y a la géo c'est compliqué, c'est pas je pensais que t'avais quand même passé au final. Non. Parce qu'il y en a beaucoup, pareil, qui connaissaient pas trop la géo, au final ils ont quand même réussi à avoir une bonne note en le bossant en 2 semaines. On m'a dit ça, ouais. J'ai pu voir, mais j'ai des amis qui ont aussi passé Lyon, ils m'ont dit oui, ça se fait, on arrive à avoir des bonnes notes assez facilement, mais moi je me sentais pas je me sentais pas de taille, vraiment la géo c'était ma bête noire, encore pire que l'histoire. Du coup tu te mettais quand même la pression en prépa par rapport au concours, ou tu te disais vraiment que tu allais travailler ton dossier et que tu allais tout faire pour rentrer sur dossier? Je me disais surtout que j'allais tout faire pour rentrer sur dossier. En fait moi je visais pas vraiment, au départ je visais pas les ENS, c'est vraiment venu plutôt en 2e, 3e année quand on m'a dit hey les ENS ça existe. Au départ moi je voulais juste pas aller à la fac. Quand je suis entrée en prépa, j'avais pas compris ce que c'était une classe préparatoire. Moi je croyais qu'une classe préparatoire c'était quelque chose qui me préparait à aller à la fac.
ce que j'avais. Ce qui existe vraiment aussi. le premier jour. Ce qui existe, Ça existe, mais ça s'appelle CPES. Voilà, c'est ça. Et moi, je savais pas. Donc t'as été un peu perdu, non, au début? Tu t'es dit dans quoi je m'embarque? Dans quoi je m'embarque? Bah surtout que j'avais refusé la Sorbonne en me disant non, c'est trop dur, vaut mieux aller en prépa, ce sera beaucoup plus simple, tu t'en sortiras mieux après à la fin. Ah, t'avais été pris à la Sorbonne aussi? Ouais, alors qu'en fait, peut-être que la Sorbonne ça aurait été plus simple. Enfin, Ouais, qu'est-ce que t'en penses? bah du coup je me dis ouais, la Sorbonne ça aurait sûrement été moins éprouvant. Mais après coup, t'étais quand même content d'avoir fait une prépa, Oui, ou oui. t'aurais préféré aller par exemple à la Sorbonne, faire de la philo? Je suis content d'avoir fait une prépa, je pense que je regrette pas du tout. Enfin, si je devais refaire un choix, je referais exactement le même. J'aurais un peu mieux réfléchi toute la question des dossiers et tout ça, parce que je me suis un peu fait surprendre à ma 3e année où j'avais postulé à pas mal d'endroits, j'avais fait 8 dossiers je crois, quelque chose comme ça. T'avais postulé où? Dans des masters à la fac? Ouais, dans des masters essentiellement. J'avais postulé à l'ENS Dulm, à PSL, à Sorbonne, Paris 1, le double master à Paris 1, Paris 3. Finalement, t'as choisi l'ENS de Lyon? T'étais accepté à Lyon? Finalement, j'étais accepté nulle part à part à l'ENS de Lyon. D'accord. Voilà. C'est l'ENS de Lyon qui s'est imposé à toi. Oui, voilà, je me suis dit, je n'ai pas d'autre choix, donc je vais prendre ça. Et si après, on m'a quand même dit, bon, le 1er septembre, que j'avais une place dans le double master philo, lettres à la Sorbonne. Donc tu veux dire que tu t'y es pris trop tard pour les dossiers, c'est ça? Non, juste que j'aurais dû mieux mettre en valeur certains points sur mon dossier, parce que mon dossier est vraiment pas passé dans toutes les autres facs. Tu l'avais un peu mal construit? Je sais pas ce qui leur a pas plu. Enfin, j'avais eu une conversation, un entretien téléphonique avec la Sorbonne qui ça doit être stressant ça un peu. qui m'a donné des excuses plutôt que des arguments pour pas me prendre. Donc je me suis dit, si j'avais su, j'aurais pas mis autant de choses. Enfin, surtout que moi, j'avais mis un peu que j'étais dans des BDE, tout ça. Je pense que ça m'a pas plu. Alors que moi, je me disais, non, faut le dire, enfin, c'est bien. Et après, bon, ils ont pas entendu. Ah oui, ils ont cru que t'étais un gros fêtard. Exactement. Mais t'étais un gros fêtard en prépa ou parce que t'as dit que c'était éprouvant, mais pourquoi? Non, parce que moi, en prépa, j'étais à l'internat, donc couvre-feu à 22h et on pouvait pas sortir. Oui. Donc j'étais pas non plus le plus gros fêtard, mais il y avait 2-3 fêtes dans l'année organisées et j'allais à toutes. Et ça faisait du bien d'avoir ce ouais. BDE qui organisait des fêtes? Mais surtout que c'était avant les vacances que c'était positionné et c'était vraiment. Ça permettait de souffler quoi. C'était vraiment nécessaire. Justement, cette histoire de dossier dont on parle, c'est quoi? C'est pour entrer à l'ENS, tu as dû faire un dossier et c'est sous quel statut tu es entré dans l'école? Oui, alors j'ai dû faire un dossier, j'en ai pas fait qu'un, je crois que j'en ai fait 3. Juste pour l'ENS Lyon? Juste pour l'ENS de Lyon, j'en ai fait un pour entrer en tant que normalien étudiant en L3, un pour entrer en tant que normalien étudiant en M1 et un pour entrer en tant qu'auditeur de master en M1. Et donc, j'avais fait comme toi. En tant qu'auditeur de master en M1. Et tu faisais à chaque fois un thème différent ou c'était toujours le même projet de recherche? Non, toujours pareil. Toujours d'accord. Trois dossiers différents, ça fait beaucoup. Non, c'était seulement la lettre de en fait, tu motivation as envoyé qui changeait un peu. ta candidature à 3 postes, c'est ça, statuts. 3 statuts différents. Et est-ce que tu peux nous parler des différences entre ces statuts? Le statut de normalien étudiant, c'est équivalent au statut de normalien, donc on fait le diplôme de l'ENS en 4 ans. Et c'est une formation continue et plutôt sûre, stable. C'est pratiquement comme ceux qui ont réussi le concours, sauf qu'il n'y a pas le salaire. En fait. C'est ça, il y a le salaire en moins. Alors que auditeur de master, on rentre juste pour le master et on reste le temps du master, si j'ai bien compris. 2 ans. Ou des fois pour l'agrégation aussi. Oui, on peut rester pour l'agrégation. 2-3 ans. Voilà, c'est ça. Alors que si tu es étudiant, tu restes au moins 4 ans parce que le diplôme de l'ENS dure 4 ans. Voilà. Et auditeur, oui, chaque année, il faut refaire. Chaque année. Et donc par rapport à... C'est quand même... Est-ce que tu as ressenti cette différence de statut dans l'école ou finalement très peu Alors, entre les élèves, je trouve que ça se ressent pas du tout. Enfin, quand on se parle, on fait pas la différence. Je crois qu'il y a que 2-3 fois où on m'a fait une petite remarque, venant des élèves, une petite remarque en mode ah, t'as pas eu le concours ou ah, d'accord, ok. Ah, t'es auditeur? Auditeur. Et c'est quoi un auditeur? Enfin, j'aime bien le c'est quoi. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'auditeurs à l'ENS. Oui, on est quand même assez nombreux, mais je pense que le décalage vient, qu'ils reconnaissent pas notre statut parce que on est aussi des primo-arrivants, donc on arrive, c'est notre première année. Simplement, on n'est pas au même niveau d'études, donc on rencontre pas beaucoup les autres primo-arrivants.
Ah oui, parce que Ouais. toi, t'es arrivé en Voilà. M1, alors que la plupart des Voilà. gens, Donc les normaliens, ils ils commencent sont par une pas L3. confrontés directement à notre statut, les gens qu'on peut rencontrer par exemple sur la résidence de l'ENS, parce que du coup je réside à l'ENS. Tu vas rencontrer plutôt des L3. Ouais, c'est ça. Mm. Mhm. Et par contre, la discrimination, si on peut dire, des auditeurs de master se fait plutôt au niveau de l'administration. Je sais qu'en début d'année, bah, on allait à des réunions, puis on disait ah non, en fait ça vous concerne pas, et il n'y avait pas de réunion vraiment pour nous, où on nous parlait Ouais. de notre statut, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire. Ils sont pas forcément hyper bien accueillis Ouais, par l'administration. C'est ça, D'accord. et puis on nous dit pas ce qu'on a le droit de faire, donc on est un peu obligé de tâtonner, d'avancer. Aller à la pêche aux infos. Voilà, alors que les normaliens étudiants et les normaliens élèves sont beaucoup plus encadrés, notamment avec tout ce qui est question du crédit école, comment les avoir, même si Et c'est même pas- ils ont un tuteur aussi. Alors Voilà, que ils ont un tuteur. Vous, vous nous, n'avez pas de tuteur. On n'a pas de tuteur, donc on c'est un débarque. peu la débrouille. Moi aussi, je suis auditeur et bon, c'est sûr que c'est un peu plus la débrouille, mais j'étais quand même content de pouvoir profiter de l'opportunité de faire mon master à l'école. Donc si ça a permis de permettre à ouvrir encore plus d'étudiants et qu'il y avait un nombre limité de normaliens, c'est vrai que je trouve ça quand même Oui. positif et tout. Et t'aurais préféré avoir le diplôme de l'ENS, sans parler du salaire que évidemment tout le monde voudrait bien avoir, mais au niveau du diplôme en soi, est-ce que tu trouves que ça t'aurait quand même changé si t'avais pu mettre j'ai le diplôme normalien Le diplôme en soi, je m'en fiche pas Ouais, mal. d'accord. Surtout que le fait que de recommencer en L3, j'aurais eu l'impression de revenir en arrière encore une Oui, fois. donc ça te dérange pas finalement d'être arrivé en M1. Ça me dérange pas, mais il y a un avantage du diplôme qui, pour moi, était important, c'était... Partir à l'étranger? Non, alors oui, partir à l'étranger c'était bien, la césure c'était bien. Ah oui. Nous on peut pas faire de césure, enfin, c'est très compliqué de faire une césure. Mm. Surtout le contrat doctoral, parce que moi je veux absolument faire de la recherche. C'est une des principales différences. Oui. Alors en fait, nous on n'a pas de contrat doctoral assuré, c'est-à-dire que si on veut faire une thèse on doit candidater et il n'y a qu'une seule place pour les auditeurs de master Pour le département des sciences humaines, enfin en gros pour le département de philosophie. Pour le département de Si philosophie. jamais tu veux signer un contrat avec l'ENS. Si jamais on veut signer un contrat avec l'ENS. On a un par an alors qu'il doit y avoir oui, une dizaine d'auditeurs peut-être qui demandent. Ah ouais. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a beaucoup de monde pour une seule place. Mm. Et ça met un peu plus de pression parce qu'on arrive, on se dit, bon, bah, tous les gens sont bons, tous les gens travaillent sur des sujets différents, donc comment ils vont nous départager? Et forcément, bah, ça c'est un peu plus gênant. Alors que quand t'es normalien, t'as forcément un contrat doctoral. Il y en a beaucoup plus qui sont alloués. Oui. Et est-ce que du coup tu veux faire une thèse à l'ENS parce que si j'ai bien compris, tes centres d'intérêt c'est plutôt la phénoménologie. Et l'ENS n'est pas du tout spécialisé là-dedans, au contraire il n'y a aucun prof de phénoménologie à l'ENS de Lyon. Exactement. Déjà comment t'as vécu ce décalage en fait? Et ça a été une petite déception. Bah, j'ai pas trop compris parce qu'on m'avait toujours dit que... Enfin, du coup il y avait des a priori qu'on a en prépa quand on fait notre dossier et la réalité quand on arrive. On m'avait dit, tu verras, il faut que tu mettes des noms de professeurs qui sont spécialisés en phénoménologie sur ton dossier pour entrer. Et puis, si on te choisit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut travailler avec toi. Alors, première surprise, il n'y avait pas de phénoménologue quand je suis arrivée à l'ENS. Qui veut Personne travailler qui veut travailler avec Ryan. Je me suis dit, mais qui a accepté mon dossier? Ouais. Enfin, je veux dire, qui a fait ça? Parce que, Oui. enfin, j'aimerais bien. Du coup, j'ai essayé de demander à des gens qui faisaient de l'esthétique, parce qu'il y a un peu d'esthétique dans mon projet. Bon, apparemment, ils ne voulaient pas de moi, donc c'était pas ça. Finalement t'as trouvé un directeur de mémoire à l'ENS. Ouais, j'ai pris Jean-Michel Roy, qui fait de la philo-analytique, donc rien à voir, mais des sciences cognitives, mais j'avais vraiment des attentes. Et puis quand je suis arrivée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ici? En fait, t'es arrivé, il n'y avait rien quoi. Il n'y avait Il y avait rien qui était préparé. Il n'y avait aucun cours de phénoménologie, que des cours sur des sujets qui ne m'intéressaient pas trop. Bon, il y avait beaucoup de cours de philosophie politique, notamment au premier semestre, et moi je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec de la philosophie politique, moi? Et finalement t'as quand même réussi à trouver des cours qui te convenaient ou t'as plutôt misé sur tes lectures personnelles? J'ai trouvé un séminaire autogéré, c'était proposé par un agrégé de séminaire de phénoménologie junior sur Husserl. Donc j'ai pas mal aimé parce que c'était le seul cours de phénoménologie que j'ai eu. Et puis après j'ai pris un peu les cours qui demandaient le moins d'engagement si je puis dire. Et puis des validations par DM si possible parce que j'ai pas mal de soucis d'orthographe. Donc je me disais le temps limité ça va être fatal pour moi. Et voilà, et ouais j'ai pris vraiment... juste je me suis dit bon bah on va juste valider. Mais j'avais pas vraiment d'affinité avec... les cours que j'ai Donc choisis. t'es quand même un peu déçu d'avoir choisi ce master-là? Je sais pas si c'est déçu par ce master-là ou si c'est déçu par l'offre de cours qui n'est pas assez
différencier, alors même qu'il y a des profs qui pourraient faire des cours sur d'autres sujets, il y a des profs qui pourraient faire des cours sur la phénoménologie, mais simplement il n'y en a pas qui sont proposés. Aussi là peut-être que, bon là c'est compliqué avec le Covid, mais l'année prochaine tu pourras plus profiter des cours de Lyon 3 où il y a plus de phénoménologie, une offre aussi diverse. C'est vrai qu'à Lyon il y a cette double possibilité, on peut faire un peu son marché. Du coup, mon mémoire, c'est la première rencontre entre l'œuvre d'art et la phénoménologie comme source de divergence philosophique entre Sartre et Merleau-Ponty. Qu'est-ce que tu veux dire par première rencontre entre œuvres d'art? Dans la réflexion? En fait, au moment où ils se sont posés en premier la question de l'œuvre d'art dans leurs travaux. Donc, plutôt, alors il faut savoir que Sartre, du coup, il est plutôt parti de la littérature, c'était un littérateur, il écrivait. Puis, on lui a présenté des travaux de phénoménologie en 33-34. Et à partir de là, il a eu une révélation, il s'est dit « Ah, mais c'est ça que je veux faire ». Il avait l'intuition, mais c'est en rencontrant vraiment les travaux de Husserl qu'il s'est dit « Mais c'est ça que je veux faire de la phénoménologie ». Donc, il a construit son travail à partir d'une base artistique, donc de littéraire. Donc c'est lui qui a fait rencontrer l'œuvre d'art et la phénoménologie, c'est Sartre. C'est ça. En fait, pour lui, ça s'est passé comme ça, alors que pour Merleau-Ponty, on a un chemin qui est plutôt l'opposé, je dirais. C'est-à-dire qu'on avait un universitaire qui a d'abord travaillé sur la phénoménologie, qui était instruit, qui avait déjà mené quelques recherches, il avait déjà fait la structure du comportement. Mais la question de l'œuvre d'art vient plutôt que de faire commencer sa philosophie, contrairement à Sartre, vient je dirais la parachever, au sens où il voit l'œuvre d'art comme un moyen de conclure son système de pensée. Et donc c'est vraiment venu se rajouter. Donc l'œuvre d'art est venue après, à mon sens, chez Merleau-Ponty, même si il avait déjà il n'était pas non plus ignare, et il avait quand même de la culture à côté. Donc voilà, je pense que ça vient de là essentiellement, et donc je travaille notamment sur toutes ces questions-là et toutes les implications. Et donc la première rencontre, ce serait plutôt sur les œuvres où c'est vraiment les débuts de leur réflexion, de ce croisement entre phénoménologie et œuvre d'art. Donc d'accord, c'est quand même à moitié esthétique. À moitié esthétique, ouais. Oui, finalement, limite au début, il se demande si c'est possible de mener une réflexion philosophique sur l'œuvre d'art, ou il se demande si c'est utile. Ouais. Enfin, cette divergence-là, dont tu parles. Oui. Il y a un peu de ça. Surtout que c'est très. Comme je disais, Sartre, c'était très existant. Donc vraiment, on ne voit pas très bien se dessiner. Ça commence par l'imagination, puis l'imaginaire. Et ça se finit dans la fin de ce qu'on appelle le premier Sartre. Donc c'est un premier pan de sa pensée qui s'arrêterait, je dirais, jusqu'à l'être et le néant. Et donc là, vraiment, on a le début d'une réflexion philosophique sur l'œuvre d'art et phénoménologique. Et je mettrais au centre de cette réflexion l'imaginaire, parce que c'est quand même là où il y a le gros du travail qui est fait. Voilà. Et là, c'est plus tâtonnant. Et tandis que pour Merleau-Ponty, on a déjà eu tout un travail de réflexion sur comment construire la phénoménologie, mais surtout tout un travail de questionnement sur le corps. Et puis l'art vient après seulement, comme vraiment un moyen de parfaire le système. Et justement, c'est intéressant parce que la notion d'imagination, souvent, elle peut être un peu exclue de la philo, dans le sens où on dit que c'est éloigné de la rationalité, et là, au contraire, donc toi, tu la mets au centre de ton travail avec Sartre. Oui. Et ça qui est bien avec la phénoménologie, c'est qu'on va un peu voir tout ce qui est marginal dans la philosophie, et donc on va le retravailler, le re-questionner plus facilement qu'avec d'autres courants de pensée, parce que justement il y a cette question de prendre en compte tous les phénomènes, et notamment chez Sartre, tous les phénomènes de la conscience, dont l'imagination fait partie. Et justement, à propos de ça, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des fois une sorte de déviance de la phénoménologie, dans le sens où justement on dit juste phénoménologie 2, et après on parle de n'importe quel sujet dont on n'a pas encore parlé en philo? Oui, alors là je viens de lire un article justement sur l'hallucination chez Merleau-Ponty. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté où on met phénoménologie 2 et on peut presque faire un mémoire ou une thèse. Mais c'est aussi parce que simplement la phénoménologie, c'est une méthode différente pour approcher un problème. Maintenant, on peut peut-être parler un peu de ce que tu veux faire à la fin de ton master.
déjà l'année prochaine tu postules, tu dois repostuler ensuite pour être pris en Master 2. Ouais, c'est ça. Donc l'année prochaine, je vais repostuler en Master 2. Pour faire un second mémoire du coup. Ouais, donc je sais pas encore sur quoi, mais je pense que ça va être dans la continuation parce que là j'ai travaillé que sur la première rencontre, donc je vais aller un peu plus loin que la première rencontre quand même. Je vais essayer de voir peut-être la notion de dialogue ou quelque chose comme ça, voire de dialectique, pourquoi pas. Après, je pense faire une année d'agrégation parce que je sais que si on est à l'agrégation, c'est plus facile d'avoir un contrat doctoral après. Donc toujours dans cette perspective de faire une thèse et de devenir chercheur. Tu veux être chercheur ou enseignant-chercheur? Je veux être enseignant-chercheur parce que je pense qu'en sciences humaines, ça me paraîtrait un peu bizarre de juste faire de la recherche et de jamais exposer son travail à quiconque. Oui. J'ai besoin aussi de ce retour pédagogique et je pense que c'est enrichissant d'avoir une classe devant soi à qui on peut enseigner, comme ça on peut voir si dans notre manière de réfléchir on arrive à transmettre les connaissances que l'on peut apporter. Et tu voudrais enseigner à quel niveau? Alors au niveau universitaire, alors j'ai une première expérience de l'enseignement parce que là je suis actuellement professeur contractuel de latin dans un collège et je me suis dit bon, alors déjà le collège, le lycée ça va pas être pour moi parce que c'est... Même le lycée? Même le lycée parce qu'il y a trop cette question de la discipline, non pas que je sache pas comment faire, mais simplement ça prend du temps et j'ai l'impression qu'il faut répéter tout le temps les mêmes choses qui sont des bases, et c'est bien de donner ces bases aux élèves, ils en ont besoin, mais moi je me vois pas répéter les mêmes choses. Oui, mais après, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre enseigner le latin à des collégiens où forcément tu dois leur répéter les déclinaisons tous les jours, et la philo à des élèves de terminale où peut-être que tu pourras... c'est moins dans la didactique. Oui, je me suis dit ça, mais je me dis que je me vois pas reparler chaque année de la caverne de Platon. Enfin, il y a un moment où je comprends. Je vais avec quelque chose de répétitif avec les années. Ouais, parce qu'il y a toujours cette question du programme et des attendus. Et aussi le fait qu'il faut repartir à zéro, parce qu'à chaque fois ils sont... ils connaissent pas la philo. Ils connaissent pas, donc il faut suivre les mêmes bases. Et donc je pense que l'un dans l'autre, on finit toujours par redire un peu les mêmes choses, alors qu'en fac, on peut faire sur un sujet et toujours avancer, faire autre chose, avec d'autres élèves qui ont déjà un socle de connaissances, donc on peut partir dans plusieurs directions, c'est beaucoup plus... oui, surtout si ce qui t'intéresse c'est la phénoménologie, souvent en terminale, on n'a pas le temps d'aller jusqu'à... Il y a quelques textes de Sartre quand même. Sartre, oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont commencé par Sartre en terminale, enfin qui ont... Sartre, c'est une terminale très phénoménologique avec toi. Ouais. Et puis il y a des profs de fac aussi finalement qui peuvent tomber dans le travers de refaire toujours le même cours, donc ça dépend aussi de l'enseignant qui arrive à se réinventer. Ça dépend de notre pratique personnelle de l'enseignement. Moi je sais que j'ai besoin de faire des choses de me diversifier tout en restant un petit peu dans mon domaine, mais je pourrais pas répéter. Le fait de faire prof contractuel, tu le fais déjà j'imagine pour gagner ta vie. Oui. Mais t'as quand même choisi de faire ce métier pour avoir une première expérience ou c'est juste que t'as eu l'occasion Alors, je l'ai fait surtout pour gagner ma vie, comme tu dis, et gagne-pain, mais aussi parce que je voulais vraiment voir si... Je voulais pas écarter la possibilité de faire que de l'enseignement, donc je me disais il faut que je vois si j'aime ça. Effectivement, ça me plaît, mais j'ai au moins le sentiment que je ne ferai pas que de l'enseignement. Tu t'imagines comment le métier de chercheur? T'as déjà eu un peu des contacts? Il me semble que tu fais un stage auprès d'un chercheur, non? Oui, du coup je fais un stage auprès de Mauro Carbone. Alors je l'ai pas trop vu, sachant que là c'est compliqué parce qu'il y a des soucis de santé. Donc je n'ai pas pu trop le voir en action, si je puis dire. Mais ce que j'aime bien c'est voir un peu tout ce qui... comment il y a des groupes de réflexion qui se mènent, qui sont derrière les travaux, et qu'avant qu'on ait un article qui soit publié, il y a des discussions entre des chercheurs dans des groupes de recherche. Dans des séminaires. Ouais, même des rencontres hebdomadaires qui sont avant les séminaires ou ce genre de choses. Une sorte de travail en équipe. C'est ça, et notamment dans les groupes de recherche, tout ce qui est... ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop... on ne peut pas trop expérimenter en fait sans y arriver. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir un stage et d'avoir pu explorer, de me dire c'est intéressant. Ça t'a donné envie du coup? Oui. Le peu que t'as vu, ça te motive? Ça m'a motivé. J'aime beaucoup tout ce qui est collégialité, dialogue, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour construire une pensée que simplement tout seul dans son petit bureau. Enfin c'est surtout ce pan-là de la recherche que j'aime beaucoup, même si j'imagine qu'à côté il y a tout un moment seul dans son bureau à faire de la recherche. Et
puis après on Parce présente que lui, ça. il travaille où, Mao Carbonet? Il est à Lyon 3. Il est dans un groupe de recherche qui s'appelle Vivre parmi les écrans. Il était à l'IUF, il me semble jusqu'en 2017. C'est quoi l'IUF? L'Institut universitaire de France. C'est un laboratoire de recherche. C'est ça. Il me semble que en gros, c'est au niveau national, ils choisissent des chercheurs qui sont choisis sur un projet et ils ont 2/3 de cours en moins à dispenser à des élèves. En échange de quoi ils peuvent se concentrer sur leur recherche. Ils ont un financement particulier, donc ils peuvent faire plus de recherche. Ce qui lui a permis de créer ce groupe Vivre parmi les écrans. Il a créé plusieurs... ça permet de créer des séminaires, des colloques, des ouvrages collectifs. Tout ce genre de choses sont permis par des organismes qui financent les chercheurs. D'accord. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Et on te souhaite le meilleur déjà pour ton mémoire et puis pour ton M2, pour l'agrégation et ensuite pour le contrat doctoral. Pour le contrat doctoral. Sky is the limit. Merci beaucoup.